Bonjour à tous. Bonjour, on va commencer. Donc on est là aujourd'hui pour vous parler de nos convictions et de comment améliorer les choses avec votre historique de code pour que votre projet soit de qualité. Donc on voudrait vous partager plusieurs choses. D'une part, une conviction forte qu'on a pour améliorer la qualité de vos projets, ainsi qu'une méthode à appliquer et certains outils qui sont utiles pour cette méthode également. Donc, dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent Git déjà pour savoir à peu près le niveau de l'audience? Ok, cool. Et est-ce que quand vous avez utilisé Git pour la première fois, vous avez galéré, vous ne savez pas trop par où commencer parce que il y avait beaucoup de commandes, etc. Comment ça s'est passé pour vous la première fois? Est-ce que c'était difficile Git pour vous au démarrage? Ok. C'est pareil pour moi. Et du coup, au début, quand j'ai lancé Git, j'ai commencé un peu à regarder comment ça fonctionnait. Je savais pas du tout par où commencer. Il y avait des boutons partout, il y avait plein de commandes, plein d'options. Franchement, peut-être qu'il y a 1000 options dans cet outil. C'est un truc. Et donc malheureusement, à cause de ça, on voit souvent Git, trop souvent, utilisé un peu à la barbare. Et vas-y que je te commit et que je te commit et que... Enfin, à l'ancienne, quoi, comme SVN. Et donc du coup, pourtant Git, il est plein de bonnes choses, de bons outils qui vous permettent de vous sortir de toutes les situations possibles. Il faut juste savoir que ça existe et comment les utiliser. Et quand vous faites un petit effort supplémentaire, Git, ça devient vraiment l'outil pour les développeurs ninja qui vous permet d'être super efficace dans votre travail. Et il faut juste y mettre un peu du sien et essayer de trouver les bonnes commandes. Et ça va nous permettre donc, une fois qu'on sait faire tout ça, d'attaquer un fléau qui se répand partout sur tous nos projets, l'historique sale. Et oui, parce que l'historique sale, c'est le fléau qu'on a tous connu depuis qu'on utilise CVS, SVN, etc. On a tous fait le commit à l'arrache du vendredi soir, le commit du « je suis en train de travailler », un petit whip, work in progress. Ou alors je me dis « ouais, c'est super, je vais mettre sur quel US je suis en train de travailler ». Sauf que quand on lit un historique, l'US 1, 2, 3, 4, moi je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Et puis on a aussi les commits quand on ramène les modifications qui ont été faites sur master sur une branche sur laquelle on travaille. Les commits de merge viennent aussi polluer tout ça et on a un historique que nous on qualifie de sale en fait. Donc ce qu'on aimerait ensemble, c'est avoir un historique un peu plus propre. Un historique propre, mais ça sert à quoi donc? En fait, il y a plein de cas de figure où c'est utile d'avoir fait l'effort dans le passé, d'avoir un historique propre. On va essayer de vous les détailler. Par exemple, ça nous arrive à tous d'être mal réveillés, d'avoir perdu un peu la mémoire, de ne plus savoir pourquoi ce code il est comme ça. Et puis on regarde le message de commit et il y a marqué turlututu. Et donc du coup on est super content. Et pourtant on fait un git blame pour comprendre pourquoi cette ligne a changé, on regarde l'historique. Et si on n'a pas fait d'effort avant, on est un peu perdu quand on en a besoin, quoi. Il y a plein d'autres cas, quand on part en vacances, quand il y a des collègues en arrêt maladie, quand il y a des collègues en formation, qui ont la chance d'aller à Devoxx France. Et les autres, ils galèrent parce qu'ils n'ont pas compris vos messages de commit qui sont pas assez propres. Pareil, quand il y a l'arrivée d'un petit nouveau dans l'équipe, on lui explique les choses, etc. Et puis, il regarde un peu dans l'historique pour faire comme les autres, et puis il voit que c'est crappy. Donc il fait pareil, hein, puis c'est tout. Ou quand on collabore aussi, le code review, je sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent ici, qui font des reviews de code. Mais c'est quelque chose qui permet, si on a fait l'effort d'avoir des messages de commit propres, de s'y retrouver et de bien comprendre ce que la personne était en train de faire dans la pull request, par exemple, qu'elle est en train de proposer. Et donc c'est important pour nous, c'est notre conviction, c'est qu'il faut donner du sens à nos messages de commit. Alors en fait, nous, pour donner du sens à notre historique de commit sur notre projet, on a un peu repiqué des conventions de l'écosystème AngularJS. Donc c'est des conventions qui sont utilisées sur AngularJS, sur Angular UI, sur le lanceur de test Karma, sur le framework Ionic Framework. Et donc, en fait, à quoi ça ressemble? L'idée, en fait, c'est qu'il y a 5 parties pour définir un commit, un message. Donc on va voir en détail ces 5 parties. Donc la toute première, c'est le type. Donc le type, c'est hyper important pour préciser et répondre à la question qu'est-ce que fait ce commit? C'est quoi? Et donc pour ça, on a plusieurs valeurs possibles définies dans les conventions. Fit, c'est si c'est une feature, une fonctionnalité. Fix, quand c'est une résolution de bug. Refactor, comme son nom l'indique, ça va être tout ce qu'on fait sur le code, mais qui ne change pas l'implémentation ou qui ne résout pas de bug.
Et core, en fait, ça va être pour dès qu'on va faire de la config, tout ce qui est lié au build, tout ce qui est connexe au projet. Donc ça, c'est un peu quand on passe le balai. Alors test, docs et style, on les utilise pas trop. Alors je vous rassure, on fait des tests et de la doc quand même. Par contre, nous on a décidé de mettre la plupart des tests et de la documentation avec la feature ou avec la résolution de bugs qu'on commit en fait. Le style, c'est juste quand vous changez le formatage. Donc la deuxième partie, c'est le scope. C'est la deuxième chose qui vient dans votre commit et il vient répondre à où sont vos changements. Donc les changements, les scopes, ce qui est assez important, c'est de les lister. C'est dans mon application, j'ai une partie admin, j'ai une partie recherche, une partie je liste les produits, je ne sais quoi. Donc il faut les lister, vous mettre d'accord tous ensemble. Il faut les faire évoluer dans le temps. C'est une partie qui est optionnelle. Donc en fait, si vous faites un changement qui est un peu plus global, ce qui arrive souvent avec les commits core, vous ne la mettez pas. La troisième partie, c'est le subject. C'est la partie presque la plus importante. C'est là où on met Toto, c'est ça? Ouais. D'accord. En fait, justement, on va essayer d'arrêter de mettre Toto ou même d'arrêter de mettre commit qui rajoute une ligne dans le service machin ou dans le factory builder truc. Ce qu'on va essayer de faire, et surtout pour les commits fit et fix, c'est d'essayer de décrire ce qu'on apporte à l'application et non pas ce qu'on apporte au code. Et donc, vous venez beaucoup plus décrire quelque chose que votre utilisateur va être capable de comprendre. On verra ensuite pourquoi. Et cette partie est obligatoire, bien sûr. Ensuite, en troisième, on a le body. Donc, c'est encore une partie qui est optionnelle. On vient rajouter un peu de détails sur le commit. Ça peut détailler le subject ou ça peut donner des informations sur l'implémentation du changement. Et enfin, la dernière partie, donc c'est le footer. Le footer, il vient répondre à quelles sont les références de cette modification. Et donc, du coup, on va pouvoir mettre des identifiants vers des bug fixes ou des user stories. Pour ça, c'est assez pratique. Donc, si je vous donne un exemple très concret, une fonctionnalité, là, tout de suite, j'arrive sur le projet où j'ai pas vraiment bossé dessus depuis 6 mois, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Je vois une fonctionnalité sur la partie login. J'ai un message qui décrit beaucoup plus ce que peut faire mon application de plus. Et puis, j'ai un peu plus d'infos pour les développeurs dans le body et une référence vers la user story. Avec une résolution de bug, on s'y retrouve aussi. J'ai un fixe, je sais que c'est sur la recherche, j'ai un message qui est fonctionnel, des petits détails d'implème et un lien vers le ticket dans Jira ou dans Mantis, etc. Et donc, grâce à ça, on a des développeurs qui sont quand même vachement plus contents qu'avant, qui râlent plus sur le toto, qu'est-ce que ça fait là, etc. Mais il n'y a que les développeurs qui sont contents avec ce truc? Eh bien non. Il n'y a pas que les développeurs. En fait, ce qu'on va pouvoir faire grâce à ces conventions, maintenant qu'on a un format, on peut s'en servir pour générer un changelog. Et ça, c'est hyper sympa. Alors, ça ressemble à peu près à ça. Là, c'est un exemple qui vient d'AngularJS, où on peut voir que toutes les features ont été groupées par scope, les différentes parties de l'application. On va retrouver les bug fixes quand il y en a, et il va les grouper par release. Donc, il se sert des tags. Et grâce à ça, j'ai des utilisateurs qui sont contents. Ils sautent en l'air comme ça? Non, pas tous. Okay. Ça dépend ce que tu rajoutes. Mais ils sont plutôt contents parce qu'on va pouvoir facilement leur donner ce qu'il y a de nouveau dans l'application. Et on a un product owner, un chef de projet ou autre qui est super content. Et ton PO, c'est Steve Jobs? Non, c'est juste le PO. Il voulait pas qu'on utilise sa photo, du coup. Ah, ok. En fait, grâce à ça, on a quelque chose de plus clair un peu pour tout le monde. Par contre, ce qui est important maintenant, c'est de savoir écrire ses commits bien de la première fois, ou plutôt la deuxième fois si on s'est trompé. Donc, en fait, il va falloir améliorer votre historique. Cool. Donc, de la même manière, quand on code, ça nous arrive de revenir sur les lignes qu'on vient de taper 5 minutes avant, parce qu'on a écrit une grosse connerie. Et quand on commit, quand on gère notre historique, c'est un peu pareil. Il faut être capable, pour pouvoir appliquer ces conventions, d'être capable de, par exemple, renommer les commits, modifier les commits, les réordonner si je les ai pas mis dans le bon sens. Alors, fusionner aussi, des fois, on a des commits qui auraient toute leur place dans un commit précédent, d'en insérer un nouveau entre deux qu'on a oublié, plutôt que de le rajouter tout au bout et qu'il n'a rien à voir avec les commits précédents. Ou d'en supprimer si on s'aperçoit qu'on a fait un commit qui ne sert à rien du tout.
Et donc du coup, pour ça, on va utiliser le Git Rebase interactif. Oula, le Git Rebase interactif, c'est quoi ce truc-là? Vous connaissez pas? Qui connaît? Non. Okay. Ah, quand même, c'est cool. Tu vois, ils connaissent. Ok, bon, il y a plusieurs stratégies dans Git. Une des stratégies existantes, donc c'est le fait d'utiliser des merges. Le merge, tout le monde le connaît depuis la nuit des temps, CVS, on l'avait déjà, SSVN, etc. Et donc du coup, c'est quoi? Par exemple, je travaille sur une feature branch. Déjà, c'est bien de travailler sur des feature branches quand on rajoute des fonctionnalités, ça permet de bien séparer les choses, plutôt que de bosser tous en master. Donc je travaille sur une feature branch, je rajoute des commits dans cette feature branch, et en même temps, mes collègues, ils sont en train de bosser, ils rajoutent des commits dans master sur d'autres branches, et donc la branche master avance, et des fois, j'ai besoin de récupérer des choses sur master, par exemple, de nouveaux composants dont j'ai besoin dans ce que je suis en train de développer, ou de nouvelles feuilles CSS. Et moi, je continue d'avancer, eux aussi, et puis je dois me resynchroniser au bout d'un moment. Et donc, du coup, dans mon historique, à la fin de mon développement, quand je regarde le graphe de commit, devient un peu compliqué de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, la stratégie du merge, c'est voilà ce que j'en pense. Et il y a d'autres façons de faire. Alors, pour ça, une autre façon pour ramener les changements de la branche master, ça va être le Git Rebase. Donc si je reprends l'exemple qu'on avait juste avant, j'ai ma feature branche, master a évolué depuis que j'ai branché. Avec un Git Rebase, si je ne vais pas ramener les changements dans un commit qui pollue un peu mon historique sale ou qui va devenir propre, je vais réécrire mes changements. Et je vais faire croire à tout le monde que dès le départ, je les avais écrits et j'avais branchés depuis la dernière version de master. Donc dans ces cas-là, avec le Git Rebase, mes 2 commits de feature branch, ils sont réécrits. Donc tous les commits avec des étoiles, c'est des commits qui ont été réécrits. Donc en fait, maintenant, leur commit parent n'est plus le 2e commit de master, mais le tout dernier. Et donc là, une fois que j'ai fini mon Git Rebase, ma branche se base depuis la dernière version de master, et j'ai fait croire à tout le monde que dès le départ, j'étais à jour. Et donc quand les gens vont récupérer et vérifier ce que j'ai fait dans ma feature branch, c'est beaucoup plus clair. S'il y a des nouvelles mises à jour sur master, je réécris mes commits avec un Git Rebase toujours, et j'ai un historique qui est un peu plus clair. Alors forcément, Git Rebase, Git Merge... Ok, on voit bien qu'il y a 2 écoles. Clairement, c'est un sujet sur la toile qui fait jaser, ça troll beaucoup sur ces sujets-là. En fait, pour nous, il y a une version qui pollue l'historique, qui est trouble, sombre, qui fait qu'on a plein de commits, de merge dans tous les sens, pour pas dire autre chose. Et il y a une autre façon de faire, où l'historique est limpide, c'est clair, c'est voluptueux, c'est super sympa. Et donc du coup, l'avantage du Git Rebase, il est clair, l'historique est beaucoup plus propre. Malheureusement, on perd le contexte de travail de la personne puisqu'on ne voit plus les messages de commit de synchronisation que je vous ai montré tout à l'heure. Ils ne sont plus apparents dans la branche qui est proposée. Et c'est un petit peu plus difficile à maîtriser. Et vous allez voir que c'est pas sorcier. Attention, attention. Il ne faut pas faire de Git Rebase sur des branches ou sur des commits qui sont déjà publics et partagés avec d'autres développeurs. Si vous faites un Git Rebase sur la branche master pour écrire l'histoire et que tous vos collègues ils ont déjà développé des choses, ça va être le carnage. Hein. Il va falloir courir très vite, ils vont vous chercher partout, ils vont vous en vouloir parce qu'ils vont devoir refaire tout leur boulot, grosso modo, quoi. Et donc du coup, voilà. On n'avait pas dit qu'on parlerait de Git Rebase interactif à la base pour écrire l'historique. Ah mais ils connaissent. Ah non, ok. Bon, alors, du coup, le Git Rebase interactif, c'est quoi? C'est comme le Git Rebase. Voilà, je suis sur ma branche en train de bosser. J'en suis à un commit particulier. Et puis, je m'aperçois qu'il y a un commit. Je me suis gouré, en fait. J'ai oublié de faire des trucs dedans. Et donc, du coup, j'ai oublié un test, en fait. Merde. Et donc, du coup, je dis à Git, ce commit-là, j'aimerais bien le réécrire. Donc, Git, il se positionne sur ce commit et il me permet de faire la modification que j'ai envie de faire. Du coup, je fais la modif, je rajoute mon test discretos, comme ça les potes ils n'ont pas vu que j'avais oublié les tests et que je bosse pas en TDD. Et je lui dis c'est bon, j'ai fait mon boulot et je réapplique les autres commits. Et du coup, Git, tac, il dit ben voilà, maintenant la branche de feature elle pointe vers ce commit-là. L'historique est réécrit, il est linéaire et personne ne saura jamais que j'ai oublié de faire un test. Donc ça, c'est cool. Mais maintenant, tu as des tests. Ouais, j'ai des tests. Et donc, il y a plusieurs cas de figure pour savoir utiliser Git Merge ou Git Rebase. Faut savoir choisir. Donc, quand on travaille sur du code qui est privé tout seul, privé avec un mec avec qui je suis en pair programming, là, il faut préférer le Rebase.
Clairement, ça va permettre de réécrire votre historique, d'éviter d'avoir des mini-commits où il y a une typo, où il manque un message de commentaire, etc. Donc là, vous préférez le rebase quand c'est votre code qui n'est pas encore utilisé par 72 personnes. Ensuite, si jamais vous êtes en code review, vous avez proposé votre code, les mecs sont en train de dire que là c'est nul, que ta méthode elle n'a pas le bon nom, que ta variable et machin. Et là, vous rajoutez des petits commits pour leur faire plaisir. Vous dites, tiens, t'as vu, j'ai renommé ta variable et machin, etc. Quand tout le monde est content, nous, ce qu'on applique comme manière de faire, c'est qu'on se dit, ok, bah là, la branche, elle est nickel, tout le code de la branche est bon, et ben on va se permettre de la rebaser, même la branche, même si elle a déjà été pushée, c'est de commun accord et on se fait confiance dans l'équipe, c'est notre façon de faire. On rebase la branche pour virer tous les petits commits là de changement de méthode, etc. Et on les met au bon endroit, pour que ça fasse comme si, du premier coup, on avait fait les choses nickel. Par contre, c'est important d'utiliser le git merge quand on synchronise notre branche avec master pour bien indiquer sur la branche master à quel moment la fonctionnalité de notre feature branch est venue s'insérer dans le produit. Donc on n'est pas contre le merge, on est juste contre le merge intempestif. Et maintenant, on a vu beaucoup de théories et on va mettre un peu les mains dans le cambouis. Donc mettons un peu les mains dans le cambouis. Donc pour ça, je vais vous montrer ma console. Alors, en fait, on va utiliser un petit projet Git qui contient les slides de la fin de notre présentation. Donc pour ça, si je regarde un peu ce qu'on a dans notre projet, donc un petit Git one line pour que ce soit un peu plus digeste, et decorate pour voir où sont les branches, etc. Donc là, si on regarde bien, master, il a 2 commits qui contiennent l'initialisation de slides HTML pour la fin de notre présentation. La branche feature, la branche sur laquelle je vais travailler et sur laquelle je vais vous montrer cette démo, elle contient différents commits dans lesquels j'ai ajouté les contenus pour la fin de la présentation. Alors la première chose qu'on voit, j'espère que tout le monde l'a remarqué maintenant, c'est que l'historique, ouais, il y a des mots, on comprend, mais on n'a sûrement pas appliqué nos conventions de nommage. Si je vous montre vite fait, c'est une présentation... alors, Git show, si je regarde un peu ce qu'il y a dans ce shawan, c'est une présentation qui est écrite en Markdown. Donc là, on voit, il y a des titres avec des dièses, etc. Et du coup, si je regarde bien... On dirait qu'il y a une faute là. Ouais, une petite faute d'orthographe. Donc là, c'est le candidat classique pour aller éditer un commit et pas créer un commit du « ah, j'ai oublié de mettre le titre », etc. Donc, pour réécrire l'histoire de mes différents commits sur ma branche feature, je vais faire un git rebase interactif. Et donc, je ne peux pas lancer git rebase -i comme ça tout seul. Ce qu'il faut fournir à Git, c'est la fourchette, la série de commits sur laquelle je vais vouloir travailler. Et donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je précise git rebase master quand je suis sur une feature branch qui est partie de master. Et donc quand je fais ça, je vais dire à Git, je veux travailler sur un des commits que j'ai dans ma propre branche. Et donc dans ces cas-là, Git, il ouvre un éditeur de texte. Là, c'est Vim, on ne va pas rentrer dans les débats. Et il me rappelle un peu une petite documentation sur les actions que je peux réaliser. Donc là, je retrouve tous les commits qu'il y a depuis ma branche master. Et le commit où il y a ma faute d'orthographe, c'était le commit belief. Et donc en fait, là, on me reprécise que si je mets edit, Git va pouvoir s'arrêter sur ce commit en plein milieu et me permettre de l'éditer. Donc comme c'est un éditeur de texte, une fois que j'ai sauvegardé, je redonne la main à Git. Donc Git, il voit que je veux éditer un commit et il me dit « Ok, alors je m'arrête en plein milieu, maintenant fais tes modifs et quand tu as fini ta petite popote interne, tu me redonnes la main avec Git rebase continue. » Donc là, si vous voyez bien, là j'étais sur la branche feature, là je suis sur un SHA-1 en plein milieu. Donc je vais aller éditer mon fichier, donc c'est du texte, hein, c'est du markdown, et si je regarde, j'ai bien ma faute d'orthographe conviction, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça une faute d'orthographe? Conviction, voilà, j'enregistre mon fichier. Donc là, comme un commit classique, avant de committer, on ajoute les modifications pour pouvoir les mettre dans Git. Donc une fois que je fais mon git add, Git va comprendre que j'ai voulu modifier le commit sur lequel je suis arrêté. Et pour lui redonner la main, je vais faire un git rebase continue. Et donc en faisant ça, je suis en train de dire à Git, bon, je viens de modifier ce fichier-là, cette modif, tu vas réécrire le commit sur lequel tu t'es arrêté pour que dès le départ, conviction soit écrit normalement.
Et ensuite, tu vas me réappliquer le reste des changements sur ce nouveau commit. C'est ce qu'on vous a montré avec les graphiques. Donc là, vous allez regarder très rapidement, il va faire commit 1, 2, 3, 4, oui, pardon. D'abord, il me demande d'éditer mon commit de mon message. Donc là, mon message, c'était belief. Alors, je vais en profiter pour le renommer. Oh, ça respecte pas les conventions de commit Angular, ça. Et oui. Et donc, les conventions, c'est toujours fit, fix, etc. au départ, le type. Donc là, c'est une fonctionnalité que j'ajoute à mes slides qui concerne la partie où on récapitule notre conviction à nous et qui permet, en fait, là, je ne vais pas dire j'ai rajouté, j'ai listé les conventions. Je vais surtout expliquer ce qu'il y a dans ce changement pour mes utilisateurs de mes slides. Et là, en fait, dans ce changement, je montre un historique, un graphique d'historique qu'on considère propre. Donc une fois que j'enregistre, Git, après avoir réécrit ce commit, va surtout le renommer. Là, tu as réécrit l'histoire. Donc là, il a réappliqué tous mes commits. T'es un fou, toi. Je vais te montrer. Donc du coup, je fais mon git log one line decorate. Hop. Et donc là, tu peux voir que mon commit belief, il a été réécrit. Ah, mais il y en a encore 7 à réécrire, là. Vas-y, on te regarde. Ouais, ouf. On va peut-être accélérer un peu. Donc je vais tricher. En fait, j'ai une branche qui contient tous les commits renommés avec les nouvelles conventions. Je vous épargne les 8. En plus, je tape très mal, donc voilà. Et donc maintenant, mon historique respecte les conventions de nommage d'AngularJS. Ça, c'est cool. Et donc là, on peut identifier fit, fix, tout ça. Mais c'est quoi ce commit bizarre de refactor? Celui-là de design? Bah en fait, j'avais rajouté le design au tout début. On s'était mis d'accord sur des couleurs, des machins. Puis là, j'ai changé les transitions parce que les trucs 3D, ça me plaisait pas trop. Et puis, ouais. Donc là, on a un cas typique où on a fait quelque chose un peu après dans les changements de la feature branch, et ça aurait été plus logique, au moins pour la personne qui va faire la revue de code, et même plus tard dans l'historique, de ne pas avoir ces étapes de travail, mais d'avoir tout de suite quelque chose de concret et de compréhensible. Donc là, je vais rassembler ces commits, donc le commit de refactoring ici, et le commit de feature qui rajoute le design, et je vais les fusionner. Donc pour ça, j'utilise mon meilleur ami, le Git Rebase interactif, et je vais encore une fois réécrire toute l'histoire depuis ma branche master. Alors ici, la première chose que je vais faire, c'est un simple couper-coller. Git vous le reprécise dans les commentaires en dessous. Si vous voulez réordonner des commits, il faut tout simplement réordonner les lignes. Donc là, je coupe ma ligne refactor et je la colle juste après le commit de design. Donc là, c'est pas toujours simple, mais le commit le plus vieux est tout en haut. Donc là, je vais le mettre juste après. Et pour le fusionner, j'ai deux techniques, le squash et le fix-up. Moi, je vais utiliser le squash. Et je vais dire qu'en fait, le commit sur lequel j'ai mis squash, il faut le fusionner dans celui qu'il y a juste avant. Donc là, comme tout à l'heure, j'enregistre mon fichier, je redonne la main à Git. Ah oui, tu as voulu faire un squash entre ces deux-là. Du coup, il me dit, moi j'ai ça comme message de commit sur le premier, et j'ai ça comme message de commit sur le deuxième. Maintenant, je te mets dans un éditeur de texte, tu me tapes le message que tu veux au final, et après, moi je m'occupe du reste, je vais les fusionner et le renommer. Donc là, moi, alors on peut laisser les commentaires, mais je trouve ça plus clair de les enlever. Moi, je vais surtout garder le tout premier commit qui explique que j'ai rajouté le design, que je me base là-dessus, etc. Voilà, j'enregistre. Et Git a réécrit l'histoire. Et donc maintenant, si je regarde, mon commit refactor a disparu. Et maintenant, dans le diff du commit de feature, j'ai tout de suite l'ajout des bonnes transitions comme il fallait. Et donc là, mes développeurs, ils sont super contents. Super. Donc maintenant, si on veut que nos utilisateurs et notre PO soient contents, on va générer un changelog. Et donc pour ça, on utilise une tâche Grunt. Donc Grunt, c'est un outil dans le monde JavaScript qu'on pourrait comparer à une tâche Ant ou un plugin Maven. Là, je vais encore tricher, si tu permets, parce que cette tâche, il faut la configurer. Donc en fait, j'ai un commit sur une branche qui me permet de configurer la génération de mon changelog. Au passage, Git Cherry Pick, c'est un super outil aussi qui permet de prendre des commits dans une branche et de les ramener dans notre branche courante. On ne va pas le présenter aujourd'hui, on n'a pas assez le temps, mais il faut vraiment aller voir comment
À quoi ça sert? Donc là, j'ai ramené un commit en plus qui configure et qui ajoute dans mon projet la tâche grunt conventional changelog. C'est son nom. Et donc maintenant, je peux faire changelog, grunt changelog. La tâche a regardé l'ensemble de mes commits depuis le dernier tag. Là, j'en ai pas encore, donc il regarde tout. Et il me génère un fichier Markdown. Donc là, l'avantage, c'est que le PO, il a quelque chose qui est généré automatiquement. Et s'il veut, il peut aller éditer et mettre super, j'ai une nouvelle release, quoi. Voilà. Alors un fichier Markdown, ça n'a aucun intérêt de le fournir comme ça à vos utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est d'aller montrer la version web qui est générée. Là, je retrouve l'ensemble de mes scopes, les parties de mon application, et toutes les fonctionnalités ont été groupées par scope. J'ai même les liens vers les SHA-1, et si j'avais mis des liens vers des US, j'aurais les liens qui redirigent vers Jira ou autre. Cool. Donc on va revenir pour terminer tout ça. Ok. Donc, merci Hubert pour la démo. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a vu ensemble? On vous a présenté une forte conviction qui permet d'améliorer la qualité de votre code, d'apporter de la sérénité et de la volupté dans votre équipe. C'est aussi utile pour l'utilisateur final puisqu'on va pouvoir générer un changelog. Et donc, pour nous, avoir un historique de qualité, un historique propre, c'est super important. En tout cas, c'est devenu important maintenant, ça fait 1 an qu'on applique cette méthode sur notre projet. Ça apporte beaucoup de valeur au produit. Cette conviction, on a une méthode à appliquer pour y arriver, qui se base sur des conventions qu'on n'a pas inventées, mais qui ont été inventées par des gens chez Angular, dans l'écosystème Angular, chez Google, qu'on a repris et qu'on a appliqué sur notre projet. Ensuite, il y a plusieurs stratégies de travail, et clairement, on a une préférence pour le fait de réécrire l'histoire et d'avoir quelque chose qui est très clair et très limpide pour les développeurs. Et pour ça, on vous a présenté des outils qui permettent d'y arriver, notamment le Git Rebase interactif qui vous permet de modeler vos commits comme vous le voulez, en les renommant, les modifiant, les fusionnant, etc. Et au bout du compte, avec des petits outils, on vous en a présenté un mais il y en a d'autres, vous installez l'outil avec NPM pour le coup, et ensuite vous pouvez avec Grunt en l'occurrence générer un changelog fonctionnel en Markdown qui sera automatiquement visible par tout le monde en HTML si vous utilisez les bons outils. Et du coup, les développeurs, les utilisateurs et le PO, ils sont contents. Et donc, ils nous remercient. Et nous, on vous remercie d'être venus à notre session. Est-ce qu'il y a des questions? Il reste 3 minutes. Oui. Ok, donc la question c'est est-ce que tout le monde applique le Git Rebase interactif comme on l'a montré ou pas dans l'équipe? C'est juste parce que c'est risqué de... Après moi je connais pas trop le truc mais c'est risqué de masquer des choses aussi qui pourraient être importantes. Ok, donc est-ce que tout le monde fait du Git Rebase interactif ou est-ce qu'il y a des personnes qui supervisent un peu parce que c'est risqué? Donc la réponse est que tout le monde le fait dans notre équipe parce qu'on a des convictions en agile, il n'y a pas un mec qui est dédié à cette partie-là. Et donc tout le monde, c'est de sa responsabilité de le faire en sachant qu'on utilise fortement le code review pour relire ce que les autres ont fait. Et donc tout se base aussi sur la confiance. Mais clairement, tout le monde maintenant est en maîtrise de l'outil et l'utilise très bien. On a toujours des petits trolls sur le bon message de commit, etc. Mais sinon, ça se passe très très bien et tout le monde aujourd'hui est devenu accro à cette méthode par rapport à ce qu'on avait il y a 1 an. Oui. Excuse-moi, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est une question? D'accord, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est pas une question, donc on va passer à la suivante. Souvent en entreprise, quand même, on empêche de pouvoir réécrire l'histoire. Il faut que tout le monde assume ses commits. Le cas le plus courant, c'est de justement empêcher les gens de réécrire l'histoire. Vous n'arrivez pas à ce pourquoi on permet ça? Alors je précise juste, on a un gros slide rouge, on réécrit jamais master. C'est arrivé peut-être une fois par erreur.
il faut jamais faire ça, répétez-le 3 fois le matin. On réécrit nos branches de features. Et quand elles sont ramenées dans master, plus personne n'y touche. Donc on ne réécrit l'histoire que l'histoire de ce qu'on est en train d'écrire. Donc imagine quelqu'un est en train d'écrire un bouquin. C'est comme si tu disais tout ce qu'il a écrit, ça doit rester, il n'a pas le droit de le modifier. Et en fait, on revient un peu sur la manière de travailler qu'on a faite pour que ce soit le plus lisible, le plus facile pour les autres de relire notre code. Donc pour nous, c'est important. Donc on considère nos branches de features un peu comme des brouillons. Et une fois qu'elles sont, qui est modifiable au fur et à mesure de la code review, et une fois que c'est ramené dans master, c'est scellé. Exactement. C'est exactement ça. Il a suivi. C'est cool. Du coup, on est... Il y en a un qui a compris, c'est super. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là les 3 jours. Dans 1 minute, je vais tweeter les slides sur ce Twitter-là. Donc récupérez-les tout de suite. Merci. Merci.